Je ne vais pas vous montrer les nouveaux leaks de Spider-Man No Way Home, et heureusement que c'est d'un film dont on parle et pas d'un bateau, déjà parce que ceux qui adorent ça ont déjà pu se les repasser en boucle au moins 10 000 fois, et puis même ceux qui n'aiment pas ça se sont fait spoiler, comme la moitié de Twitter, même Stevie Wonder et Matt Murdock ont dit on les a vus, voilà, et en plus je n'ai plus confiance en aucun compte qui partage, tellement il y a des fuites, même si leurs images ont l'air plus crédibles que l'affiche officielle pourtant dévoilée par Sony avec ce fameux bouffon vert du multivers, le bouffon vert .png. Et blague à part, il faut quand même rendre hommage à tous les artistes dont la créativité est boostée par ce prochain film Spider-Man, qui créent des faux ou alors qui font des affiches que, pour ma part, je trouve un petit peu plus jolies que l'affiche officielle. C'est le bon côté de la pièce, et si j'étais recruteur de talent chez Marvel, je saurais exactement où aller traîner. Et ce week-end, j'ai traîné au Eurofestival, et ça fait plaisir de revenir en convention à domicile, de voir des potes qu'on n'a pas vus depuis un petit moment, du nouveau monde, de rencontrer des gens. D'ailleurs, j'ai adoré faire la connaissance d'Améziane, la conférence sur Big Black Stand Attica a super bien marché, la battle de dessin avec les Homeboys, Rich et Bruno Bessadi a très très bien marché aussi, donc j'étais content. Je remercie la couturière Amy Corso qui m'a fait la V2 de la seule cravate qui vaut la peine d'être portée, la Bat cravate que je porterai pour une prochaine conférence sur Batman. Et si vous êtes à Nice, n'hésitez pas à aller faire des bisous sur la vitrine de la boutique Les Fictionnautes, puisque je les avais appelés il y a un petit moment quand ils faisaient le FCBD sur We Live, que j'ai l'honneur de traduire en français pour 404 Comics, pour leur demander de me le mettre de côté. J'étais jamais passé, ils ont profité du Eurofestival et de faire un tour à Marseille, ils s'en sont rappelés, ils me l'ont mené, donc ça m'a beaucoup touché. Donc merci Guillaume, merci Océane. Le récit sera en début d'année prochaine et on aura l'occasion d'en reparler, ainsi que des Fictionnautes. Mais pour l'instant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 322e JT Comics, à en juger par l'affluence à la Paris Manga. Je n'étais pas le seul à être amoureux de Christine Kruk quand j'étais jeune, apparemment vous êtes beaucoup à vouloir la rencontrer. Force à tous ceux qui ont été victimes de la survente des billets comparée à la capacité d'accueil du lieu de la convention. Si vous aviez voulu faire la queue pendant 4 heures, vous seriez allé à Disneyland. Et en attendant, avec un coupe-fil et sans plus attendre, passons tout de suite aux news de la semaine. Stan Lee. C'est la news insolite de la semaine, elle me fait dire qu'il n'y a bien que les mammifères humains que l'on peut traire encore 3 ans après leur mort. D'ailleurs, on va peut-être apprendre que Stan Lee est décédé dans un pogo, dans la fosse d'un concert de black metal, puisque l'année prochaine va sortir un roman inspiré d'une idée originale de Papy Marvel, The Devil's Quintet, le Code Armageddon. Ça sera écrit entièrement par Jay Bonansinga, dont le nom apparaît en plus petit que Papy Moustache sur son propre livre. Ça rappelle la grande époque du plot script chez Marvel, quand Stan Lee dictait comme ça vite fait les consignes au dessinateur qui se chargeait donc d'écrire et de dessiner les comics, mais que c'est lui qui prenait quand même beaucoup mieux la lumière et contribuait tout de même au succès de ces comics et de ces dessinateurs un peu frustrés quand même. Ici on parle de 5 membres des forces spéciales de la marine américaine qui, au cours d'une mission où ils sont en galère, vont avoir l'occasion de pactiser avec le diable, avoir des pouvoirs et donc s'en servir pour être des super-héros, mais des super-héros qui peuvent risquer d'être totalement corrompus. Ce sera le premier d'une série de 4 romans et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de concept post-mortem. Fake Patrol. Il n'y a pas que l'univers de Spider-Man qui génère autant de faux qu'au marché de Vintimille, celui de Superman aussi, puisqu'on a appris via TMZ, relayé en France entre autres par le Figaro, que la police de Los Angeles avait dû aller protéger des artistes, des employés de chez DC Comics, qui avaient été menacés suite à cette révélation que John Kent, le fils de Clark Kent, le nouveau Superman, était un adolescent qui s'était découvert bisexuel. En Angleterre, ça s'est amplifié en menaces de mort, alors que même TMZ, qui était le premier à faire éclater l'affaire, ne le relatait pas. Alors, vu que Tom Taylor est en Australie et John Timms au Costa Rica, Bleeding Cool a un petit peu mené l'enquête pour découvrir que c'était tout bidon en fait, et presque, puisqu'il y a bien eu des menaces de mort, mais menacer quelqu'un de mort quand tu as un compte anonyme sur Twitter, c'est un petit peu comme se faire offrir des relations tarifées quand tu t'appelles DSK, ça arrive absolument tous les jours, sauf qu'aucun des deux, aucune des personnes impliquées dans le processus de production du comics, les éditeurs et tout ça chez DC, n'est au courant de ces menaces de mort et n'a même fait appel à la police. La police d'ailleurs, il n'y a aucun signe d'une quelconque patrouille. Ça me permet de dire que les menaces de mort dans les comics, c'est vraiment pas nouveau. Alors on se rappelle évidemment du Captain America de Nick Spencer qui lui a valu de s'attirer des torrents de merde, mais on pourrait remonter jusqu'en 1940 avec la création de Captain America par Joe Simon et Jack Kirby, qui était un acte très politique dont on a un petit peu perdu la mesure aujourd'hui parce qu'on est au courant que Hitler c'était un grand méchant et ça nous paraît
évident, mais pas du tout à l'époque. Ils font ça avant que les États-Unis rentrent en guerre avec Pearl Harbor, justement pour inciter dans les esprits à faire rentrer les États-Unis en guerre, puisqu'ils étaient interventionnistes. Enfin, Joe Simon était très engagé politiquement, et donc quand il représente un personnage de fiction vêtu du drapeau américain en train de frapper un dirigeant de la communauté internationale qui à l'époque était quand même plus ou moins respecté par une partie d'entre elles, eh bien ça choque énormément, et ça choque notamment le parti nazi américain qui leur fait des menaces de mort, et le maire de New York de l'époque, LaGuardia, était un fervent fan de comics qui les a immédiatement placés sous protection policière. Bref, on vit dans un climat assez tendu en ce moment, pas besoin d'inventer des patrouilles de police imaginaires. Eternal Flames. J'ai enfin vu les Éternels parce que je sentais que j'allais pas pouvoir jouer au Toréador avec les spoilers plus longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient les éviter, je vous laisse quelques secondes, les vidéos sont chapitrées pour passer à la news suivante. Je vais vous en profiter pour vous dire des banalités du genre, le son préféré de Gilgamesh, c'est Patates de forain, ou bien Angelina Jolie est plutôt bien nommée. J'ai passé un bon moment, même si j'ai trouvé que le film s'auto-explique beaucoup, il montre et ils disent, et ça des fois ça a le don de rendre complexe des choses qui sont pourtant plutôt simple. D'ailleurs, j'aime bien la façon presque un petit peu thriller qu'a de raconter l'histoire Chloé Zhao. Chloé Zhao, d'ailleurs, qui a une patte un petit peu différente, et on le sent, notamment, moi, ce qui m'a mis quand même une bonne petite gifle, c'est les décors naturels, puisqu'on sait qu'elle s'est battue pour ne pas avoir 36 milliards de fonds verts et recréer chaque élément en effets spéciaux. Vous le savez, mon truc, c'est les comics, et je trouve que le film rend quand même plutôt honneur aux comics dont il est directement inspiré, notamment les originaux de Jack Kirby, avec cette impression un petit peu de déconnexion de l'univers Marvel, que ça peut nous donner aussi dans le film, même s'ils ont fait un petit peu tout pour, dès qu'ils pouvaient caser une référence, la caser. Chez Marvel, chez Kirby, la seule référence qu'on a, c'est un moment où on voit quelqu'un qui ressemble beaucoup à Hulk, mais on apprend par la suite qu'en fait c'est un robot Hulk, et c'est marrant quand on voit un petit peu le film se dérouler, que ce soit un robot qui paraisse très vivant. Ceux de Neil Gaiman qui les a réinventés pour l'ère Marvel moderne, et je pense que le destin du personnage de Sprite lui doit beaucoup. Et puis enfin ceux de Kieron Gillen, qui actuellement est en train d'un petit peu lisser l'équipe pour la rapprocher de sa contrepartie du MCU. Niveau thématique, j'ai bien aimé les relations entre cette petite famille assez vieille, et puis les guerres intestines, ou que dis-je, la Civil War qui s'y déroule sur fond de perte de foi en leur dieu, en leur créateur. J'ai bien aimé aussi le fait que l'échelle de pouvoir de Marvel est complètement bouleversée, si on devait parler comme Dwayne Johnson, puisque Marvel a maintenant peut-être son propre Superman, et que les autres sont pas moins puissants pour autant. Mais j'ai quand même quelques problèmes avec le scénario, et pourtant c'est simple, quand vous avez ces dieux tout-puissants, des espèces de grands anciens, les Célestes, qui créent eux-mêmes des déviants, chargés de veiller à ce que la vie sur Terre se développe à un niveau suffisant pour favoriser l'émergence d'un nouveau Céleste, malheureusement en consumant la planète Terre au passage. Quand ces Célestes créent, au cas où les déviants déviraient de leur mission, il fallait les appeler les gagnants ou les Serges, je sais pas, créent justement les Éternels pour les garder dans le rang, mais en leur cachant leur véritable objectif, leur véritable mission, et donc en les laissant pendant 5000 ans, et 5000 ans c'est assez dur, quand on voit qu'il y a des fous furieux qui peuvent tomber amoureux d'une meuf en une seconde dans le métro, imaginez en 5000 ans, donc il les laisse s'attacher à la race humaine pendant plus de 5000 ans, forcément, quand il faut la trahir, quand il faut l'exterminer, eh bien, il commence un petit peu à hésiter. Et même le moustachu germanique avait compris que quand tu prends un individu assez jeune, assez tôt, tu peux lui faire n'importe quoi, donc c'est dommage. En même temps, il n'y aurait peut-être pas eu de film, qu'il ne les ait pas éduqués au mieux en adorateurs fanatiques aveuglés des Célestes, prêts absolument à tout pour assurer leur survie, et au pire, ça a plus en détestateurs haineux de l'humanité qu'ils jugent misérable. Donc les Célestes sont un petit peu trop à l'ouest pour moi, d'ailleurs on le voit quand Papa Arishem revient, un petit peu colère, mais qui pardonne néanmoins facilement la rébellion de ses enfants, qu'il aurait pu programmer en bon robot, assez froid et assez fiable, sauf si c'était sous Windows, mais ça c'est une autre question. Mais sinon, bon, j'ai passé un bon moment, évidemment, la voix de Blade, le bien nommé spécialiste des lames qui vient parler à Dane Whitman à la fin, ça m'a fait griffer, évidemment. L'arrivée d'Eros et Pip, ça promet des dingueries, mais à mon avis c'est qui tout double, parce que Pip il a quand même une assez sale gueule, donc je vous laisse me dire ce que vous avez pensé des Éternels dans les commentaires.
La Minute Comics. Et ça va faire plaisir aux adorateurs de la série Loki, mais Miss Minute nous fait une Harley Quinn et va passer directement du petit écran où elle a beaucoup plu aux téléspectateurs dans les comics, puisque elle va être adaptée dans le one-shot Timeless de Jed MacKay, Kev Walker, Greg Land et Mark Bagley, qui va nous présenter un petit peu cet event chargé de nous montrer les futurs événements qui vont ponctuer l'année 2002 chez Marvel. On y voit notamment un Thanos avec un Mjolnir alimenté par les pierres de l'infini en main, mais maintenant soulever Mjolnir c'est beaucoup plus facile que de rentrer dans la Paris Manga apparemment. On y voit aussi Fatalis, enfin ça promet pas mal d'actions aussi chez DC, là où le Swamp Thing Future States avait commencé avec 1 ou 2 épisodes, celui de Ramvi et de Mike Perkins, avaient pris racine puisqu'ils avaient eu droit à 10 chapitres, et maintenant carrément ils étoffent leur feuillage puisqu'on a appris qu'il allait y avoir une 2e saison et que ça allait pousser jusqu'à 16 chapitres, mais on sait que ça peut encore augmenter, j'espère. Moi je leur mets mon pouce vert en attendant, et puis si vous êtes jeune créateur, vous allez peut-être savoir comment faire des comics à la Marvel, par monsieur Mark Waid, qui s'y connaît un petit peu quand même en comics, et ça reprend de manière un petit peu parodique comment dessiner des comics à la Marvel par Stan Lee et John Buscema, qui est sorti en 84 et qui est toujours imprimé, toujours un best-seller. Et puis Valiant Comics cartonne avec sa campagne Kickstarter pour financer son premier roman graphique original, des comics quoi, et c'est par Tress Dean et Alberto Taracido. Ça portera sur le guerrier éternel, dont vous pouvez d'ores et déjà lire les aventures en VF chez la team Bliss Comics, que j'embrasse énormément. Puis si vous aimez Gideon Falls, sachez que l'équipe, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, lance un univers partagé de bonnes Orchard Mythos, c'est chez Image Comics, ça sortira apparemment en format différent, suivant les histoires, mais ça formera un univers cohérent, et apparemment ça sent vraiment l'horreur, mais différemment d'un caleçon de The Rock après un entraînement un petit peu intense, ça c'est autre chose. Et en parlant de trucs qui puent justement, souvenez-vous, j'abordais ça la semaine dernière, la création du premier syndicat d'employés d'Image Comics, Image qui avait reçu la nouvelle en disant qu'ils avaient toujours cru au traitement équitable et juste de leurs employés, qu'ils feraient tout pour soutenir ces derniers le mieux possible. Et bien sachez qu'il y a 2 façons de reconnaître un syndicat aux États-Unis, soit l'employeur ici, Image Comics aurait pu dire, ouais, on reconnaît, il n'y a pas de problème et on y va, il y a plutôt des bonnes relations, soit c'est soumis à un vote via une instance indépendante et je crois reliée au ministère du Travail américain, et bien devinez laquelle Image a choisi, la seconde qui est plus douteuse, qui peut foirer en plus, et ça fait un petit peu grincer des dents quand on sait que Image a été créé par des dissidents, des Big Two de Marvel et de DC, qui souhaitaient à l'époque, même si c'est pas tous les mêmes qui sont restés, ils souhaitaient favoriser d'autres conditions de travail, d'autres conditions de rémunération, moi j'en viens un petit peu à croire qu'ils voulaient tout simplement squeezer les marges de DC et de Marvel pour se faire un petit peu plus de pognon, puisqu'ils avaient déjà pas mal chez Marvel et chez DC. Là en tout cas la réaction n'est clairement pas à la hauteur. Lisez, cette semaine, très peu de temps pour lire, et justement je me suis mis le début de la série Invincible que j'ai toujours pas vu, et puis au bout de 5 minutes je me suis dit mais merde, en fait tu vas peut-être relire Invincible et ça sera mieux, non pas qu'elle était, elle avait l'air terrible, mais voilà, en plus j'ai acheté très récemment la VO, je l'ai jamais lu en VO Invincible, donc voilà, j'ai commencé, 3 TP en Ultimate Edition avec pas mal de bonus, c'est beau comme tout. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est pas forcément le scénar, mais vraiment les dessins. Corey Smith au début, Ryan Otley qui s'épanouit dans cette espèce d'orgie de violence. Et puis mon Alan Moore nouveau est arrivé, aussi défoncé que le fils de Pablo Escobar qui voudrait se faire un gâteau, mais qui se trompe de pot à farine, malheureusement. Et bon, je l'ai pris quand même parce que je voulais absolument lire la planche du patron, dessinée par Melinda Gebbie. Alors c'est une planche... elle est un petit peu banale en vrai, il n'y a rien de ouf, mais ça fait toujours plaisir. En attendant, il faudra que je lise plus sérieusement tout ce comic book qui parle d'extinction de la planète, de certaines espèces animales, et qui donne des éléments. Il y a plein de scientifiques qui ont contribué, des personnalités, il y a Ricky Gervais, il y a Cara Delevingne, il y a Taika Waititi, il y a plein de monde. Puis sinon, le seul kiff que je me fais vraiment assidûment, tous les lundis, je m'astreins à regarder l'épisode parce que ça me manque, c'est
regarder la série Succession, la saison 3. Le dernier épisode est encore complètement dingue. Et je remercie mon Rebeu des Bois de m'avoir fait découvrir ça. Hein. J'ai un petit peu été son Manu et lui ma Brigitte Macron. Il m'a fait découvrir des plaisirs complètement insoupçonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vous vois. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie, quand j'ai le temps, de répondre au plus grand nombre, hein, ou bien sur les réseaux sociaux. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 322 JT, même si dans le premier, c'est moi qui ai inventé les messages, forcément. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah ben voilà, enfin des fuites intéressantes, hein, celle du projet avorté Black Sabbath, probablement la suite du jeu Arkham Knight, dans lequel on voit un Damian Wayne en Batman et un vieux Bruce Wayne avec un B majuscule comme Beubard. Et quand je vois ça, c'est aussi le grand B majuscule du bon, ben c'est ballot.